Chers confrères, bonjour. Je me présente, docteur Shtata Hassan, chirurgien vasculaire à l'hôpital militaire de Rabat. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de la Société marocaine des médecins généralistes pour m'avoir invité à participer à ce 9e congrès. Alors, le choix du sujet a été motivé par mon expérience personnelle, expérience de plus de 20 ans. Depuis que j'étais interne au service de chirurgie vasculaire au CHU Ibn Sina, service du professeur Feu Ben Yahya. Alors là, j'ai pu voir beaucoup de pieds diabétiques qui défilaient. Et ces pieds diabétiques prenaient plusieurs aspects. C'était soit des maux perforants plantaires, soit des abcès avec nécrose de talon, soit des gangrènes du pied et de l'avant-pied, et parfois des pieds de Charcot. Alors, il faut dire que c'est une pathologie qui est très fréquente, que vous, médecins généralistes, vous allez être toujours confrontés à voir ce genre de patients. Maintenant, pourquoi je suis venu, c'est pour vous dire qu'il y a des avancées thérapeutiques très considérables en ce qui concerne la prise en charge du pied diabétique. Mais malheureusement, au Maroc, le taux d'amputation, il est très important. Il dépasse de loin ce qui se passe au niveau de la littérature. Pourquoi ? Parce que la prise en charge n'est pas optimisée. Et là, normalement, c'est une conclusion, mais moi, je préfère la mettre dès l'introduction. L'implication des médecins généralistes de façon pratique est indispensable. Croyez-moi sur parole. C'est-à-dire, il ne faut plus faire une ordonnance et envoyer le patient chez un traumatologue ou un chirurgien. Non, il faut commencer à s'occuper de façon pratique pour ces pieds diabétiques. Alors, le but de ce workshop, c'est de faire un rappel succinct de qu'est-ce qu'un pied diabétique, de montrer un peu l'expérience de l'hôpital militaire de Rabat en ce qui concerne ces pieds diabétiques, parce que nos résultats sont catastrophiques, de voir de façon pratique que peut faire un médecin généraliste dans son cabinet et penser à réfléchir, à créer des centres de cicatrisation de pieds diabétiques parce que c'est ce qui se passe à l'étranger. Alors, un pied diabétique, c'est un pied neurologique infecté. Donc la définition elle est simple, c'est un pied neurologique infecté, avec ou sans composante ischémique. Ça, c'est très important, parce que ça change tout. C'est une véritable urgence, parce que le risque d'amputation, il est quasi permanent. C'est une pathologie qui a des répercussions socio-économiques très importantes. En matière de coûts, pour cicatriser un moignon, ça coûte beaucoup. Et aussi, la personne devient dépendante d'une tierce personne. Et donc, c'est un peu dérangeant pour la famille et pour tout le monde. Alors, de ce fait, la prise en charge doit être rapide et multidisciplinaire. On commence par la neuropathie. Elle est triple. Elle est sensitive, motrice et végétative. Le malade va faire des troubles de la sensibilité tactique, algique, thermique et profonde. Il ne sentira plus bien, plus rien. Donc, il risque de se blesser, il ne va rien sentir. Effraction cutanée, infection, surinfection et la gangrène qui s'installe. Le déficit peut également être moteur, avec une amyotrophie musculo-tendineuse. Et donc, ça va donner un aspect en griffe, ce qui va modifier la statique du pied et faire apparaître des ondes d'hyperpression. Et c'est le début des maux perforants plantaires. Et la troisième atteinte, c'est une atteinte végétative avec sécheresse cutanée et donc risque de fissure, des troubles de la vasomotion avec ouverture des chintes, ce qui sera à l'origine d'une hypervascularisation osseuse et donc déminéralisation, microfracture et installation de dislocation articulaire. Et c'est ce qu'on appelle l'ostéoarthropathie nerveuse diabétique de Charcot ou pied de Charcot. Un pied diabétique, c'est un pied neurologique infecté. Alors l'infection a largement été résumée par la Société de pathologie infectieuse française, donc qui définit cette infection par 4 grades. Cette graduation tient compte de la superficie de l'ulcération, supérieure ou inférieure à 2 cm, et aussi de l'extension en profondeur de l'ulcération. Par exemple, le grade 3, c'est une
ulcération qui dépasse 2 cm avec extension en profondeur et risque de lymphangite, d'abcès profond, d'ostéite, ostéoarthrite, etc. Le stade 4, c'est quelle que soit l'ulcération, mais le malade va commencer à faire des signes de sepsis qu'on connaît tous, donc tachycardie, hyperleucocytose, dyspnée, etc. Donc c'est une urgence parce que le sepsis va évoluer en choc septique et c'est le décès à 100%. L'artériopathie. Alors l'artériopathie, le diabète, lorsque l'hémoglobine glyquée augmente de 1%, le risque de faire une artériopathie est multiplié par 26. 15% des diabétiques présenteront un trouble trophique au cours de leur vie. 40% des patients opérés pour des lésions aorto-iliaques et 60% des patients opérés pour des lésions des artères de jambes sont diabétiques. 60% des amputés, toute étiologie, sont des diabétiques. Donc le diabète, c'est un puissant facteur de risque cardiovasculaire qui favorise le développement des plaques d'athérosclérose et donc des artériopathies. Alors, quelles sont les particularités de l'artérite chez le diabétique? C'est une artérite distale. Le malade va d'abord commencer par dégrader la distalité, c'est-à-dire l'artère tibiale antérieure, tibiale postérieure et péronnière. C'est une artériopathie qui se traduit par une médiacalcose diffuse avec apparition de sténose étagée. Donc, c'est des artères qui cassent. Donc, même chirurgicalement, si on veut les opérer, c'est difficile parce qu'on ne peut pas les clamper. En mettant le clamp, ils vont casser. Alors, bien sûr, sur le plan clinique, tout le monde connaît la classification de Fontenay-le-Riche. Donc, le stade 1, c'est asymptomatique. Le stade 2, c'est le malade, c'est un claudicant, c'est des douleurs à l'effort qui apparaissent après un périmètre de marche. Et le stade 3 et 4, c'est ce qui définit l'ischémie critique. Donc, le malade, quand il a un pied diabétique, va venir surtout avec un stade 4. Et c'est tout l'intérêt de faire un examen des pouls. L'examen des pouls, il est fondamental. Un malade qui a une petite ulcération au niveau du pied, il faut palper le pouls fémoral, poplité et disto. S'il n'y a pas de pouls poplité, attention, attention, il ne faut pas toucher ce patient avant d'avoir réglé le problème. L'exploration. Alors tout d'abord, il y a des explorations anatomiques. Donc déjà, sur une simple radio standard, on va voir des calcifications sur l'aire de projection, par exemple ici, de l'artère tibiale postérieure. On peut avoir recours également à l'échodoppler pour faire une étude morphologique de l'artère et aussi vélocimétrique pour voir un peu les vitesses de conduction. Et généralement, l'échodoppler va nous trouver des sténoses et des occlusions. L'angioscanner aussi est intéressant. Bien sûr, il ne doit être fait qu'après avoir vérifié la fonction rénale et les antécédents d'allergie. Et l'angioscanner va nous permettre de voir les sténoses et les occlusions et de classer le malade. On verra tout à l'heure comment classer ces patients. Alors l'artériosélectif, bien que ce soit le gold standard, actuellement, on ne le réalise pas de première intention. Il est réalisé à visée thérapeutique. C'est pour traiter les patients. Alors, après les explorations anatomiques, on a les explorations fonctionnelles. C'est le calcul des IPS, les index de pression systolique. C'est le rapport entre la pression systolique de la cheville par rapport à celle humérale. Alors, lorsque vous voyez sur la photo, c'est très simple. Un brassard pour calculer la pression humérale, un mini-doppler avec le brassard pour calculer la pression à la cheville. On fait le rapport. Normalement, il est entre 0,9 et 1,3. S'il est inférieur à 0,3, c'est ce qu'on appelle l'ischémie critique. Le malade est en ischémie critique. C'est une urgence. C'est une urgence pour sauvetage de membres. On peut aussi calculer la pression transcutanée en oxygène, une petite électrode sur le pied. Il y a une diffusion de l'oxygène qui est captée, qui est transmise à l'appareil, et ça va nous permettre de calculer la pression transcutanée en oxygène. Et aussi, lorsque la TPCO2 est inférieure à 30, c'est une ischémie sévère. Alors, comment on peut classer ces pieds diabétiques? Il y a plusieurs classifications, mais chaque classification a ses limites. Alors, l'intérêt de la classification, c'est donner un stade. Et en fonction de stade, il y aura une attitude thérapeutique. Et en fonction de stade, il y a aussi un pronostic. Et bien sûr, elle doit nous permettre de faire des études. C'est-à-dire, quand on fait une méta-analyse ou des études prospectives randomisées, on doit tous parler du même pied diabétique. Alors, parmi ces classifications, la plus utilisée, c'est la classification de Wagner. Elle est très pratique, mais elle est controversée.
C'est une classification qui prend en compte l'extension en profondeur de l'ulcération. Vous voyez, degré 0, pas d'ulcère. Degré 1, ulcère superficiel qui devient profond. 3, c'est une ostéite. 4, c'est une gangrène localisée. Et 5, c'est une gangrène de tout le pied. Alors logiquement, quand on a le grade 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amputer, logiquement, il faut amputer les 2 orteils. Alors voilà qu'est-ce qui se passe. On a amputé le patient. Une semaine après, il est revenu. Il est revenu avec ce qu'on appelle une nécrose du moignon. Alors pourquoi il y a cette nécrose du moignon? Parce qu'on n'a pas évalué la composante ischémique. Vous voyez, il suffisait de voir si le patient avait un pouls ou pas. Ça, c'est une autre photo qui témoigne des erreurs qu'on peut commettre. C'est un patient qui a une gangrène de l'orteil, qui a été amputé, et voilà le résultat. C'est une nécrose du moignon d'amputation. Et aussi, il y a une double erreur, il ne faut jamais fermer les moignons. Jamais, il faut les laisser toujours ouverts, parce qu'ils vont cicatriser tout seuls. Quand on ferme, on empêche l'infection de sortir, et donc ça, c'est une double erreur. En palpant, il suffisait de palper le pouls tibial postérieur au niveau de la région rétro-malléolaire, donc on ne l'aurait pas trouvé et on serait arrêté. Il faut d'abord régler le problème vasculaire, après amputer. Sinon, on va tomber dans ces situations. Alors là, c'est une classification qui est très intéressante. C'est la classification de l'Université du Texas. C'est une classification à double entrée. Elle tient compte aussi bien de l'infection que du problème vasculaire. Par exemple, en rouge, en dernier, un malade qui a une atteinte de l'os et de l'articulation avec un pied qui est en ischémie, donc il est classé 3D et le pronostic, c'est 100% d'amputation. Vous voyez? Donc tout le monde connaît le pronostic et là, c'est une excellente classification pour faire des études. Alors là, c'est une diapositive qui a été donc prise sur le rapport de la Société de pathologie de langue française en 2006. Et vous voyez, déjà en 2006, on parlait du service receveur. Actuellement, ce service s'appelle unité de cicatrisation du pied diabétique ou bien unité pied diabétique. Et vous voyez, cette unité-là, les gens agissaient sur la composante ischémique, sur la composante artérielle, sur la composante mécanique et sur la prise en charge globale à la recherche des complications dégénératives du diabète. Et quand on compte l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le pied diabétique, il y en a 20. Ça, c'est l'idéal. Et c'est ça ce qu'on doit faire pour l'avenir. Alors, notre expérience à l'hôpital militaire, premièrement, on n'a pas de registre. Deuxièmement, c'est une population essentiellement faite d'hommes, parce que les militaires, généralement, c'est des hommes, retraités. Le diabète type 2 était le plus fréquent. La plupart des patients étaient en décompensation acido-cétosique ou avaient un diabète mal équilibré. Et surtout, le délai de consultation, il était de 14 à 30 jours. Vous imaginez un patient qui a une petite ulcération et qui va rester chez lui 14 à 30 jours pour venir trouver un hôpital. Ça, c'est le grand problème. Aussi, les amputations antérieures se voyaient chez un patient sur 5, donc un patient sur 5 était déjà amputé. La plupart des pieds qu'on voyait, c'était des pieds grade 3, 4 et 5, c'est-à-dire des gangrènes ou une ostéite. Donc, c'était les pieds qui venaient à l'hôpital. Et les pieds septiques et ischémiques ne représentaient que 25% des cas. Le traitement conservateur, c'est-à-dire parage et traitement médical, ne concernait que 9% des cas. Les gestes de revascularisation, 15%. Des amputations, 70%, avec 30% d'amputations majeures, c'est-à-dire cuisses ou jambes. C'est trop. Alors, les reprises chirurgicales, 30%, parce que les malades se surinfectaient. Et les durées d'hospitalisation, 8 à 50 jours, presque 2 mois à l'hôpital. Imaginez l'impact que peut avoir ces hospitalisations sur le personnel. C'est très fatigant de changer les pansements. On déplore 6 décès, 3 par problème cardiaque et 3 par gangrène gazeuse. Et l'évolution à long terme est très difficile, parce qu'on ne sait pas le devenir de ces patients. Alors imaginez, à l'hôpital militaire, il y a 10 services qui s'occupent des pieds diabétiques. Ce n'est pas normal. 6 services de chirurgie et 4 services de médecine, parce qu'il y a trop d'amputations. Donc on est obligé un peu chaque semaine, il y a un service qui prend la garde et on essaie un peu de dispatcher les malades. Donc, ce n'est pas normal. Conclusion de l'étude,
le niveau socio-économique de nos patients est très bas. La plupart des patients étaient admis en déséquilibre diabétique. Le délai de consultation est très long. Le taux d'amputation de décès était très important, beaucoup de Wagner 4 et 5. Et surtout, il y avait une absence de prise en charge rapide dans des centres de proximité. J'habite à Khmisset, pourquoi je vais venir à Rabat? J'habite à Ouazzam, pourquoi je vais venir à Rabat ou à Casa? Donc ça, c'est un grand problème. Il faut créer des centres de cicatrisation de pieds diabétiques dans chaque ville. Alors maintenant, on va voir les aspects pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de votre cabinet? Vous serez confronté à 4 situations. Première situation, c'est un pied diabétique gentil, Wagner 1, 2, 3. On dit qu'il est non chirurgical, mais ça ne vous empêche pas de faire de la mini-chirurgie. On va voir ça. Deuxième situation, c'est un pied diabétique Wagner 4 et 5. C'est un pied chirurgical. Quand je dis chirurgical, ça veut dire bloc plus anesthésie. Et ça veut dire qu'il faut récupérer votre malade parce qu'il a 3 mois pour cicatriser le moyon. Et c'est à vous de veiller à la cicatrisation. Troisième chose, c'est le pied diabétique ischémique. Là aussi, on va en parler. Et quatrième chose, c'est détecter les pieds à risque pour anticiper sur les problèmes. Donc voilà les 4 situations. On va les voir une par une. Alors déjà dans votre cabinet, il faut apprendre à faire l'écho-doppler. Il y a des DU, s'il vous plaît, inscrivez-vous. C'est très simple, les artères sont superficielles. Il suffit de vous inscrire dans une faculté et commencer à faire des Dopplers. Vous faites bien l'échographie, maintenant il faut apprendre l'écho-doppler. Et aussi, il faut calculer les IPS. C'est très simple. Un mini-doppler, vous calculez l'IPS et vous savez est-ce que le pied il est ischémique ou non. Il faut apprendre à classer le pied diabétique. Parce que si on le classe, on saura quoi en faire. Ischémique, non ischémique et quel Wagner. Il faut commencer à prendre des gestes de détection, c'est-à-dire la mini-chirurgie, et de faire des prélèvements bactériologiques de façon aseptique. Il faut commencer aussi à apprendre de faire des pansements. Les pansements sont dits actuellement intelligents. Ce n'est pas bétadine, compresse et fermé. Non, ça, il faut oublier. Il faut que le pansement épouse la phase où est le malade. Il faut apprendre à réaliser des plâtres, parce que c'est très simple. Un plâtre de fortune, les malades n'ont pas les moyens pour acheter des sandales ou de barocco, etc. On peut réaliser un plâtre avec 50 dirhams. Il y a des instrumentistes qui ont travaillé en traumato, ils peuvent venir vous aider, ils peuvent faire un plâtre et ouvrir là où il y a le problème et le laisser respirer. Parce que le principe de la cicatrisation d'un pied diabétique, c'est la décharge. Alors, il faut aussi apprendre à réaliser la thérapie négative, c'est-à-dire la vac-thérapie. C'est un appareil qu'on branche sur l'ulcération qui va aspirer les décharges et ça, on va gagner en termes de cicatrisation. C'est rapide, c'est 4 semaines, le malade, il est sur pied. Il faut aussi apprendre à faire de l'oxygène hyperbare dans votre cabinet. On va voir tout à l'heure comment. Il faut aussi apprendre à faire des greffes cutanées. C'est très simple, soit au dermatome, soit greffe par pastille. Et il faut aussi commencer à faire des injections de plasma riche en protéines ou bien de facteurs de croissance. Donc là aussi, on va voir comment. Et bien sûr, il faut éduquer nos patients et avoir un suivi podo-orthésiste. Alors déjà, dès que vous voyez un patient, il faut établir une fiche donc, qui tient compte de la date du début de la plaie, date de visite, puis les caractéristiques de votre ulcération. Ça, vous pouvez trouver cette fiche dans n'importe quel manuel du pied diabétique. Et surtout, ce que j'ai marqué en rouge, il faut préciser le Wagner du patient. Il faut savoir est-ce qu'il y a des douleurs lors des soins, parce que quand on a des douleurs, il faut s'aider par des antalgiques ou bien des anesthésiques pour faire les soins. Et aussi, il faut préciser les caractéristiques du trouble trophique, la plaie, le pourtour de la plaie, l'odeur. Alors, quand on a une odeur nauséabonde, il faut craindre les germes anaérobies, parce que les germes anaérobies sont très, très, très méchants. Ils peuvent rapidement faire basculer le malade en gangrène gazeuse. Et bien sûr, il faut préciser les protocoles mis en place. Quel type de pansement on a mis et aussi quel type d'antibiotique. Et bien sûr, préciser l'évolution. Est-ce qu'elle est bonne, stationnaire, aggravée, etc. Donc ça, chaque patient doit bénéficier d'une fiche de suivi. Alors, première situation, c'est le Wagner 1 et 2 et 3, c'est-à-dire pied diabétique non chirurgical, entre parenthèses. La prise en charge est exclusive par le médecin généraliste. Vous devez vous en occuper. Encore une fois, si vous vous en occupez pas, le malade va arriver
à l'hôpital Wagner 4 et 5. C'est trop tard pour lui. Donc, occupez-vous-en, s'il vous plaît. Alors, voilà les gestes que vous pouvez faire. Faire un débridement, décornage, pelage, mise à plat d'un abcès, nécrosectomie, régularisation, désarticulation d'orteils. Le malade ne sent rien, il a une neuropathie. Vous le touchez, il ne sent rien. Que du bonheur. Donc, vous coupez, il ne sent rien. Donc, s'il vous plaît, faites ces gestes-là. Ça ne coûte rien du tout. Regardez le matériel, une petite salle, du matériel. Regarde, même la boîte chirurgicale, il n'y a rien. Il y a une bistouri, une curette, un stylet pour voir est-ce qu'il y a un contact osseux, une petite pince pour couper l'os, c'est rien du tout, ça. Ça, vous pouvez même vous faire aider par un instrumentiste qui est en retraite, qui a vu beaucoup de chirurgie. Donc ça, c'est des gestes très, très simples. Donc s'il vous plaît, commencez à faire ça. Alors, les soins locaux doivent obéir à des objectifs. Vous voyez, quand on a une plaie, ça dépend où c'est qu'est arrivée la plaie. Alors, il y a une phase de détection, phase de bourgeonnement et phase d'épidermisation. Et à chaque phase correspond un principe. Donc, quand on est en détection, il faut hydrater et absorber. Quand on est en bourgeonnement, il faut maintenir en milieu humide. Également, quand on est en phase d'épidermisation. Donc, il y a des pansements hydrogels, des hydrocellulaires, des hydrocolloïdes. Donc, il y a une multitude de pansements. Ça existe et vous pouvez toujours vous les procurer. Alors, l'antibiothérapie perd os pendant 2 à 4 semaines pour les Wagner 2. La voie injectable en cas d'ischémie d'ostéite. Il faut faire attention à la recrudescence des staphes métillaires du fait des infections nosocomiales et du fait des atteintes manuportées. Alors, l'antibiothérapie doit être probabiliste, puis ciblée et adaptée après les résultats bactériologiques en cas de retard de cicatrisation. À chaque fois qu'on a un retard, il faut faire des prélèvements, les envoyer pour rectifier l'antibiotique. Jamais jusqu'à cicatrisation et faire attention aux germes, encore une fois, anaérobie, parce que le risque de basculer vers une gangrène gazeuse est quasi permanent. La décharge. Alors la décharge, c'est l'élément clé et incontournable dans la prise en charge du pied diabétique. Alors parfois, il faut même immobiliser le patient et le mettre sous anticoagulant, d'accord ? Et s'il veut se déplacer, il n'a qu'à se déplacer avec des chaises roulantes, parce que s'il marche, donc il va entraver les phénomènes de cicatrisation et donc il va retarder sa cicatrisation, voire surinfecter sa cicatrisation. Alors, il y a des chaussures qu'il peut acheter. Par exemple, la chaussure à appui antérieur, c'est-à-dire les chaussures de baroque. Sinon, on peut confectionner, comme je vous ai dit tout à l'heure, des plâtres de fortune qui sont ouverts et qui vont nous permettre de faire des soins locaux et aussi que la plaie ne touche pas le sol. La VAC-thérapie. Alors, c'est Vacuum Assisted Closure, c'est-à-dire c'est l'application d'une pression négative sur un environnement clos et humide. Donc, cet appareil-là, avec un adhésif, donc vont être sur la plaie et ça va permettre de réduire la surface et la profondeur de la plaie et réduction de la fréquence des pansements. Donc c'est un traitement par effet Venturi. Donc il y a une inspiration de toutes les sécrétions, ça favorise la granulation, c'est très intéressant. Les sociétés sont prêtes à vous prêter les appareils, il suffit d'acheter les kits. Le malade va venir mettre 100%, qu'il va garder 3 jours, prendre son appareil et partir chez lui. Et après 3 jours, il va revenir et vous le rechangerez. Donc ça favorise la cicatrisation, c'est très rapide et c'est très intéressant et ça ne coûte pas beaucoup de choses. Il y a même une étude qui a été établie par les hautes autorités sanitaires qui ont comparé VAC versus pansement seul et vous voyez, la cicatrisation est plus rapide sous VAC-thérapie. L'oxygène hyperbare. Alors l'oxygène hyperbare, on peut le pratiquer soit de façon collective, soit de façon individuelle. De façon collective, vous voyez, c'est ce qu'on a à l'hôpital militaire. C'est une espèce de grande capsule dans laquelle les malades rentrent et ils vont inhaler de l'oxygène pur sous une pression supérieure à la pression atmosphérique. Alors le fait de faire cette oxygénation, ça va augmenter l'oxygénation tissulaire dans les zones hypoxiques et ça va diminuer leur débit sanguin local et d'une altération des échanges capillaires au niveau des tissus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va accélérer les phénomènes de cicatrisation et ça va lutter contre les infections. Donc vous voyez, ça c'est mon ami le professeur Bourrom à Fès, au CHU de Fès. Il a pu se débrouiller des appareils d'oxygène hyperbare individuels. Donc le malade va venir dans votre cabinet, il va mettre son pied, il va rester une petite demi-heure. Donc ça va cicatriser rapidement et ça va lutter contre l'infection.
Donc là aussi, les sociétés sont prêtes à faire des efforts pour venir trouver un accord avec vous pour essayer d'encourager cette oxygénothérapie individuelle. Alors, on peut également, au sein du cabinet, injecter du plasma de la PRP. Donc d'ailleurs, PRP fait le buzz dans certaines spécialités, en traumato-orthopédie, pour traiter toutes les douleurs, pour traiter l'arthrose, en rhumatologie et surtout en médecine morphologique et anti-âge. Donc tout le monde commence à injecter n'importe où. Donc le principe il est simple, un appareil centrifugé, donc prendre le plasma et l'injecter au niveau de la plaie et au niveau du pourtour de la plaie, donc ça favorise la cicatrisation. C'est un plasma qui est riche en facteurs de croissance. Là aussi, vous pouvez le faire dans votre cabinet. Alors, les facteurs de croissance. Alors, les facteurs, ce qu'on appelle EGF, Epidemic Growth Factor, donc ils stimulent la prolifération des kératinocytes et des fibroblastes, stimulent la néovascularisation, c'est-à-dire l'angiogénèse. Alors, il y aura une réduction significative de la surface de l'ulcère, du temps de cicatrisation et du temps d'amputation. Alors, actuellement, il est disponible au Maroc. Le médicament s'appelle Iberpro 75. Alors, c'est une injection 3 fois par semaine pendant 8 semaines. C'est une injection qui est intralésionnelle et périlésionnelle. Il est indiqué dans le traitement des ulcères du pied diabétique libres de gangrène et d'ostéomyélite et d'infection. Donc, il faut d'abord stériliser le site, après commencer à injecter et rapidement, ça va bourgeonner et ça va cicatriser. Bon, c'est vrai que le coût est un peu élevé à court terme, mais croyez-moi, à moyen terme et à long terme, on y gagne beaucoup. Alors, là, c'est une patiente que je connais personnellement. Donc, elle est venue en 2002. Et vous voyez, 200 jours pour qu'elle cicatrise une nécrose du talon. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de facteur de croissance. Donc, c'était une cicatrisation dirigée. Donc, petit à petit, donc, c'est une cicatrisation dirigée. Et la patiente est restée 200 jours pour arriver à cicatriser. C'est trop. Donc, à long terme, ça coûte. Là, c'est une patiente qui a eu une nécrosectomie de troisième et quatrième orteil. Vous voyez, quand on a injecté des facteurs de croissance, c'est rapide, c'est 70 jours. Et la malade, après 2 mois, elle a retrouvé la marche. Vous voyez, c'est très intéressant comme thérapeutique. Alors, troisième situation, c'est les Wagner 4 et 5. Donc, c'est les malades qui nécessitent le bloc. Alors, le bloc, c'est très bien, mais il faut récupérer votre patient. Vous l'avez envoyé chez l'orthopédiste, alors il faut qu'il vous le rende. Parce qu'il va lui falloir 2 mois pour cicatriser le moignon. 2 mois. Et là, c'est très intéressant, vous voyez, ça c'est une amputation d'orteil, les amputations d'avant-pied, le chopard et les amputations majeures, c'est-à-dire cuisses ou jambes. Vous voyez, pour cicatriser ce moignon, il faut minimum 2 à 3 mois. Et vous pouvez injecter le PRP, faire de la vac-thérapie, faire tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est lutter contre l'infection et il faut que le patient garde son appui talonnier pour qu'il puisse marcher. Alors, parfois, on est amené à faire des amputations atypiques. Alors, le professeur Benahia nous avait appris que quand on pense à couper 2 doigts, il faut couper les 5, même si les 3 sont... Parce qu'il y a un problème de statique du pied. On coupe les 2, dans une semaine, il va se blesser sur le 3e, il va revenir, donc 2 est égal à 5. Donc, parfois, on est amené à faire des amputations atypiques, comme c'est le cas ici. Alors, le principe, c'est quand on fait une nécrosectomie, c'est de obtenir un tissu viable, donc enlever jusqu'à ce que ça saigne, après laisser. Et ça va bourgeonner, ça va se fermer tout seul. Donc on dit qu'il faut ouvrir un pied diabétique comme un livre et le laisser respirer, lutter contre l'infection et ça va cicatriser. Troisième situation, c'est le cas le plus difficile, c'est quand le malade a un problème ischémique. Alors, il faut revasculariser, traiter le trouble trophique et récupérer encore une fois votre patient pour qu'il cicatrise le moignon. Alors, comment revasculariser? Actuellement, on a 2 possibilités, soit le traitement endovasculaire, soit le traitement chirurgical. Alors, le traitement endovasculaire, donc, on aura besoin d'une salle de cathé, c'est donc une table radio opaque avec un amplificateur de brillance, et bien sûr, on pourra faire soit des dilatations avec ballon ou bien pose de stent. Le matériel dont on a besoin, il est très simple, donc une aiguille de ponction, un introducteur, un guide et un inflateur pour gonfler le ballon. Vous voyez, quand
quand on tourne l'inflateur, il y a du sérum hépariné qui passe dans le ballon. C'est du sérum avec du produit de contraste. Le ballon se gonfle et là, quand on injecte, on va voir la sténose qui va céder. Les voies d'abord sont très simples. On peut soit ponctionner l'artère fémorale, soit ponctionner l'artère radiale sous anesthésie locale. Donc, à travers cet introducteur, on peut soit injecter de l'héparine, de l'iode, c'est-à-dire faire des artériaux, soit des agents thrombolytiques, soit des produits embolisants. Donc, on peut tout faire à travers cette petite voie d'abord. Alors, on peut également réaliser des gestes d'angioplastie à type de stenting ou de dilatation par ballon. Et vous voyez que l'hospitalisation est de 1 jour, parfois même en ambulatoire lorsqu'on fait une voie radiale. Une angioplastie simple d'une artère tibiale antérieure, vous voyez la sténose, l'occlusion, le ballon qui franchit l'occlusion et la dilatation. Et après, on va retrouver notre lumière artérielle. Là, c'est une recanalisation sous-intimale. Vous voyez, c'est une plaque, c'est une occlusion que le guide va faire une dissection et passer passer à côté de la plaque, puis le ballon va dilater, va écraser la plaque et on va retrouver la dissection. C'est ce qu'on appelle recanalisation sous-intimale selon la technique de Bolia. Donc vous avez une occlusion sur l'artère tibiale antérieure, après dilatation, donc on a retrouvé nos axes de jambes, ce qui est parfait. Sur le 3e et 4e cliché, vous voyez, c'est l'aspect typique chez le pied diabétique, c'est ces artères distales avec des sténoses et des occlusions. Là aussi, on a fait une ballonisation et on a retrouvé l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. Là aussi, parfois, les calcifications sont très intenses et on peut avoir recours à ce qu'on appelle des cutting balloons, c'est-à-dire des ballons munis d'une lame de bistouri quand on dilate. Donc, il fracture la plaque et ça permet d'avoir une dilatation optimale. Après l'angioplastie, on a la chirurgie. Alors, la chirurgie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des pontages. Ça dépend du lieu de l'occlusion ou de la sténose. Les pontages peuvent être soit des pontages fémoropoplités, des pontages distaux lorsqu'on franchit l'articulation de la jambe, ou parfois on peut avoir recours à des techniques dites hybrides, c'est-à-dire on va opérer de façon chirurgicale une sténose iliaque. Malade a une sténose iliaque et il a des sténoses au niveau des axes de jambes. Là, c'est une angioplastie et là, on peut faire de la chirurgie. Donc, ça s'appelle des techniques hybrides ou bien l'inverse. Alors, les substituts qu'on utilise, c'est surtout la veine saphène interne. C'est une veine qu'on prélève. Il faut la retourner à cause de ces valves. Et là, on peut faire avec ce qu'on veut, n'importe quel pontage. Alors, après ça, on va faire nos gestes associés. Donc, c'est-à-dire faire des nécrosectomies, voire des amputations. Alors, à ce moment-là, quand on fait une amputation, on sait que le sang, il arrive. Donc, le malade va cicatriser. Ça, c'est un pontage distal. Vous voyez que l'anastomose est faite sur l'artère fémorale et va descendre jusqu'à l'artère tibiale antérieure. Après chaque pontage, il faut faire une artério de contrôle pour voir ce qu'on a fait. Et parfois, on tombe dans des situations qui sont un peu litigieuses, c'est-à-dire qu'on n'a pas de veine saphène et qu'on est obligé de faire une anastomose avec une prothèse. Vous voyez, ça, c'est une anastomose avec une prothèse en PTFE sur une petite artère qui fait 4 mm. Et on est obligé de faire une chambre anastomotique, ce qu'on appelle un cuff, pour faire une anastomose prothéto-tibiale antérieure, par exemple. Mais on ne préfère pas mettre les prothèses parce que l'infection et la prothèse, ce n'est pas bien. Donc ça, quand on est coincé, on n'a pas le choix. Alors voilà ce que ça donne quand un patient a une gangrène de l'avant-pied. Donc pontage distal, après on fait notre amputation et vous devez récupérer ce patient pour cicatrisation. Vous voyez, le moignon, il est bien rouge, ça saigne, tout le monde est content. Et croyez-moi, ce patient va marcher parce qu'il a gardé son appui talonnier. Alors, que choisir? Chirurgie ou traitement endovasculaire? Ça, ce n'est pas nous qui allons choisir, c'est le consensus TASC. Il y avait le TASC 1 en 2001 et le TASC 2 en 2007, et qui dit que c'est le Transatlantic Inter-Society Consensus. C'est l'ensemble des sociétés savantes de radiologie, de cardiologie, d'angiologie, de chirurgie vasculaire et de chirurgie cardiaque. Tous les gens qui manipulaient un cathéter. Ils se sont mis d'accord pour dire que pour les lésions courtes, A, B, C, c'est l'angioplastie. Alors, en 2001, c'était A et B, angioplastie, C et D, chirurgie. Actuellement, c'est A et B et C, c'est angioplastie, D, c'est chirurgie. C'est pour vous dire que le matériel a bien évolué et maintenant, on peut franchir même des occlusions longues. Vous voyez, le principe est très simple.
Ça, c'est à l'étage fémoro-poplité, l'arcade crurale, l'artère fémorale et les axes de jambes. Par exemple, D, on a une occlusion du trépied, et là, c'est une lésion qui est chirurgicale parce que c'est une occlusion qui est longue. Pour les petites lésions, par exemple une sténose au niveau de la FS, ou bien une occlusion courte, par exemple A, c'est l'angioplastie. Alors, c'est une classification qui prend en considération l'étendue de la lésion en centimètres, le nombre de lésions, 1, 2, 3 ou 4, et surtout le type de lésion, sténose ou occlusion. Il faut savoir que les occlusions, c'est un peu dur pour franchir une occlusion. Mais maintenant, grâce à des guides hydrophiles qui sont très performants, on arrive à les franchir et à réaliser des angioplasties. Quatrième situation, c'est détecter les pieds à risque et pour faire une prévention et aussi éduquer les patients. Alors, vous voyez ici l'aspect en griffe qui est très classique chez le diabétique. C'est à cause de la neuropathie motrice. Il y a une rétraction tendineuse et le malade va commencer à marcher sur ses articulations. Ça va favoriser les maux perforants plantaires et ça va faire des effractions cutanées, infections et le début de problèmes. Donc là, il faut, quand vous voyez ce genre de pied, il faut l'adresser chez le podologue pour faire des orthèses. Il y a aussi les pieds diabétiques déformés à risque, c'est les saillies osseuses. Donc sur une radio standard, on voit bien qu'au niveau de la face plantaire du pied, il y a une saillie. Quand le malade va marcher, il va couper sa peau, infection et problème. Donc il faut faire des ostéotomies et bien sûr proposer des semelles orthopédiques. Le pied de Charcot, c'est un pied qu'on a dit que c'est un pied qui est disloqué. Il y a des subluxations. Donc, en phase inflammatoire, il faut donner des biphosphonates pour lutter contre la déminéralisation et il faut aussi proposer des semelles orthopédiques. Alors, il faut aussi éduquer les patients. Vous voyez, l'éducation, c'est les gestes quotidiens de la vie courante, donc la toilette des pieds, la coupe des ongles, les chaussures, les chaussons, le port des chaussettes, les orthèses plantaires. Et alors, ça, c'est des conseils qu'on peut retrouver dans tous les manuels. Mais surtout, il faut insister sur la coupe des ongles parce que le malade ne sent rien. Quand il va se couper, il va se blesser, il ne va rien sentir. Donc, il doit être fait par un professionnel. Le patient ne doit jamais enlever les callosités. Et il est important de graisser le pied et s'ils sont secs. Alors, surtout, il faut dire au patient quelle est la conduite à tenir en cas de plaie. Alors, s'il a une plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer uniquement à l'eau et au savon, mettre une compresse stérile et la maintenir avec une petite bande. Après, il faut consulter son médecin généraliste le plus rapidement possible. Et pas d'antibiotiques locaux, ni de produits qui va faire un coloriage des lésions. Donc voilà, c'est ça la conduite à tenir. Alors, pour conclure, l'ensemble de l'organisation des soins doit être centré par le patient. C'est les professionnels qui doivent partir chez le patient. C'est pas le patient. Il n'est plus autonome. Donc les médecins doivent venir chez le patient. Il faut créer des relations de partenariat avec d'autres médecins et se faire connaître par les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. Alors l'objectif du centre de cicatrisation doit être adapté aux possibilités. C'est-à-dire, il ne faut pas dire il faut que j'ai tout pour commencer. Non. Commencez petit et s'étoffer par la suite. Soyez sûr qu'infirmiers, podologues, rééducateurs, orthoptistes, chirurgiens vasculaires, infectiologues, traumatologues, microbes, ils vont venir tout seuls. S'ils savent qu'il y a un centre de cicatrisation, que c'est sérieux, qu'ils ont du matériel, ils vont venir travailler. Parce que c'est très intéressant. Tout le monde va y gagner. Croyez-moi, tout le monde va y gagner. C'est lucratif. Vous allez rendre service à la population. C'est une très bonne chose. Alors, il faut créer des centres. S'il vous plaît, il faut créer des unités de cicatrisation. Vous avez la possibilité, vous êtes dans le privé. Mettez-vous à 2, à 3, à 4, louez une petite maison. Il faut créer ces centres de cicatrisation. Le médecin généraliste actuellement, son rôle, il est primordial, mais un rôle pratique, pas une lettre pour adresser un patient. Il faut qu'il commence à s'occuper lui-même de ses pieds diabétiques. S'il les adresse, il faut qu'il les récupère. Il faut qu'il cicatrise les moignons. Et croyez-moi, après l'enthousiasme et le doute, viendra le succès et le surmenage. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Stata, pour cette belle présentation complète. Et maintenant, je laisse la parole à la salle pour des questions. Merci. Alors, j'ai deux questions.
Alors ma première question, c'est à propos de, à force de voir des pieds diabétiques ischémiques, on se demande est-ce qu'il est éthique de demander des échodopplères vasculaires artérielles d'une façon systématique chez les anciens diabétiques, comme on fait avec les fonds d'œil et les examens cardio, pour prévenir ce problème d'ischémie et de nécrose post-infectieuse. Ma deuxième question, c'est à propos du pied diabétique infecté non ischémique. Vous avez parlé d'antibiothérapie. Est-ce qu'il y a maintenant un protocole, parce que chacun il utilise les molécules adaptées à lui. Est-ce qu'il y a un protocole maintenant qui est plus adapté, qui est mieux adapté au pied diabétique? Merci. Alors, pour la première question, est-ce qu'il est éthique de faire des Dopplers ou de demander des Dopplers? Moi, je vous ai dit qu'au sein de votre cabinet, c'est très simple. Première chose à faire quand vous suspectez un pied diabétique, c'est palper les pouls. Déjà, en palpant les pouls, on va avoir un renseignement. Posez des questions à votre patient. Est-ce qu'il a des antécédents de claudication? Est-ce qu'il marche bien? Alors, généralement, à l'interrogatoire et à l'examen clinique, on peut savoir est-ce que c'est un pied ischémique ou pas. Alors, pour confirmer, il suffit de calculer l'IPS. L'IPS, l'index de pression systolique, il est très simple. Pression humérale, pression à la cheville, on fait le rapport. S'il est inférieur à 0,9, il n'est pas en ischémie, mais il y a une artériopathie. S'il est à 0,3, c'est une ischémie critique. Donc, vous voyez déjà dans votre cabinet. Maintenant, demander un Doppler ou pas demander un Doppler, le Doppler, il a l'équivalence de l'examen des pouls. Le Doppler va vous dire ça passe ou ça passe pas. Et où est le problème? Donc, il n'a aucune valeur sur le plan thérapeutique. Ce qui a une valeur sur le plan thérapeutique, c'est un angioscanner parce qu'on va voir les lésions et on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais dans votre cabinet, vous pouvez savoir est-ce que c'est un pied neurologique infecté ou bien c'est un pied neurologique infecté avec composant ischémique. Le pouls, l'interrogatoire et l'IPS. Maintenant, pour demander un Doppler, ce n'est pas très intéressant. C'est l'IPS. La deuxième question pour l'antibiothérapie. Alors, l'antibiothérapie, il y a beaucoup de controverses. En fait, ça dépend où était le patient. Si le patient a déjà transité par un hôpital, c'est sûr qu'il a été infecté par des germes hospitaliers. Si c'est une plaie récente, ce n'est pas la même chose qu'une plaie chronique. Alors, généralement, il n'y a pas de consensus. Ce qu'on fait actuellement, nous, quand on a un patient qui vient de nouveau, c'est-à-dire de la maison à l'hôpital, on donne de l'acide clavulanique. Si on sent des odeurs qui nous font penser aux anaérobies, on ajoute le métronidazole, etc. Donc, il n'y a pas de vrai consensus. Alors, le vrai consensus, c'est quand vous doutez, vous faites un prélèvement, vous l'envoyez en bactériaux, on fait l'antibiogramme et on vous donne l'antibiotique que vous devez prescrire. Une deuxième question. Oui, s'il vous plaît, la place du vaccin anti-tétanique devant une plaie. Oui, il y a une grande place. J'ai oublié de la mettre dans le diapo. Vous avez raison. Chaque fois qu'il y a une plaie ouverte, il y a risque de contact, de contamination avec les germes telluriques. Il faut vacciner et donner de la vacthérapie. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Les anti-inflammatoires? Ils n'ont pas de place, les anti-inflammatoires. Un malade qui a une plaie, c'est une infection. Donc, il faut traiter l'infection. Par contre, les antalgiques, ils ont leur place quand le malade a mal. Mais les anti-inflammatoires, ils n'ont pas de place. Alors, les anti-plaquettaires, encore une fois, ils ont leur place quand il s'agit d'un pied diabétique chez un artéritique. D'accord? Donc, quand il y a une composante ischémique, il faut prescrire du cardégique à 275 mg ou 260. C'est une bonne chose. C'est bon? Une autre question. Alors, pardon, est-ce que vous allez créer ces centres de chirurgie de cicatrices? Non, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que sincèrement, on souffre à l'hôpital. Attends, 30. Là, ce n'est pas un problème de santé. Il est perdu. Parce qu'il faut vous en occuper. C'est ça le message. Il faut vous. جيبوا عيط لا سوسيتي تجيبوا لك الكابيني. لا. Il y a des appareils individuels.
contacter la société, trouver un arrangement, et j'ai beaucoup l'appareil, j'ai le patient, ça boit un coup. Mais là, je vous dis, s'il a les moyens, pourquoi pas? Ça coûte rien du tout. Je sais que c'est un problème de santé publique. Vous êtes dans le privé. Celui qui a les possibilités. Non, non, non. Moi, je parle des médecins privés. Le public, je le connais très bien. Le public, il n'y a rien. Le public, moi, je connais très bien. Il n'y a rien. Le public, il n'y a rien. Il n'y a ni oxygène, ni par ni scanner, ni IRM. Tout ça, on le connaît. Vous voyez que le privé, pourquoi vous ne faites pas ça? Moi, je parle des médecins. C'est un congrès pour les médecins privés. D'accord? J'ai généraliste. D'accord, pardon. Alors, en France, en Suisse, il y a beaucoup de centres de cicatrisation privés. Ça rend énormément de service. Ne pensez pas que c'est le patient qui va gagner, parce qu'il va guérir. S'il arrive au stade d'amputation, il va lui falloir l'appareillage, la cicatrisation. Parce qu'il n'y a pas des moyens, il y a d'autres problèmes qui sont plus. Je ne peux pas parler de ça, peut-être qu'il n'y a pas de volonté politique, mais les hôpitaux de zone, les hôpitaux militaires, les CHU, tout le monde souffre du pied diabétique. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent au stade d'amputation. Ils n'arrivent pas au stade 1 ou 2. Quand il est au stade 1 ou 2, on n'est pas au stade d'amputation. Vous voyez un mal perforant, vous voyez une hyperkératose dans votre cabinet, prenez les bistouris, essayez de racler ça ne coûte rien du tout. Mettre là, après, ça c'est après, ça c'est après, ça va venir après. Comment c'est petit et ça va venir après. La vac-thérapie, moi je connais, il est prêt à venir déposer l'appareil. Le kit, ça coûte 1500 dirhams. Alors c'est mieux qu'une amputation. Il faut commencer. Voilà. Merci beaucoup. Ouvert toujours. Non. Une simple question. J'ai pris le mec. Professeur, s'il vous plaît. Une dernière petite question, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous nous parliez sur le volet psychologique dans la prise en charge des patients qui ont un pied diabétique. Alors, ce sont des soins de longue durée. Alors, comment rendre le patient plus discipliné? Comment annoncer le diagnostic? C'est un stade de Wegener de 4 ou de 5, qu'il y a une amputation, qu'il y a beaucoup d'autres choses. Ça marche pas. Alors, on est loin du volet psychologique du patient. Parce que, croyez-moi, je vais vous montrer, je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure. Ça ne marche pas. Il y a des patients qui viennent avec des vers, des pieds nécrosés avec des vers. J'ai la photo, mais je n'ai pas voulu vous la dire tout à l'heure. Vous avez déjà vu ça. C'est l'odeur qui dérange l'entourage, qui est le motif de consultation. Il est resté 15 à 20 jours parce que c'est devenu insupportable qu'il est arrivé à l'hôpital. Ça, c'est malheureux. On est loin de la composante psychologique. Par contre, les gens qui se font amputer, ils développent une dépression. Ça, c'est clair. Ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. Ils croient toujours qu'ils peuvent marcher. Et bien sûr, il faut les accompagner par une consultation psychiatrique pour prendre des antidépresseurs. Mais quand on leur explique que mourir, c'est mieux, être amputé, c'est mieux que de mourir. Et après, même si vous êtes amputé, on peut penser à l'appareillage. Il y a des gens qui sont amputés, ils ont un appareillage. Il y a même des gens qui participent à des Jeux olympiques. Donc le pronostic, il est fonctionnel, mais il peut devenir vital si vous n'êtes pas amputé. Mais avant l'amputation, il faut agir. Il faut agir rapidement quand on est Wagner 1 et 2. Il ne faut pas attendre Wagner 3, 4, 5. Parce que l'évolution, on sait que c'est l'amputation. Donc il n'y a plus rien à faire. Mais
Pardon. que ce